Jeune fille, jeune garçon, burkinabé pris de patriotisme, tu as entre 18 et 25 ans, tu veux défendre ta patrie à travers ta parole, inscris-toi gratuitement dans ta région et participe à la première édition du concours national d'art oratoire patriotique Faso Aura, organisé par la télévision C360. Faso Aura, c'est du 1er août au 28 septembre 2025 avec 13 étapes régionales et les phases finales nationales à Ouagadougou. Tu es candidat Faso Aura, donne de la voix et exprime ton amour pour le Burkina Faso en français et en langue nationale à travers des discours éloquents empreints de civisme et de patriotisme et tente de remporter de nombreux lots. Infoline 61 04 05 05 67 47 25 41. Faso Aura, pour ma patrie, j'élève ma voix. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre émission matinale Prime Time sur la C360. Bonjour Simon. Bonjour Annie, bonjour à tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent chaque matin sur la télévision panafricaine C360 de partout au Burkina Faso, à l'extérieur, un peu partout dans le monde entier. Très heureux de vous retrouver ce matin et c'est parti pour une demi-heure Prime Time. Ne zappez pas parce que nous ouvrons Prime Time de ce matin comme chaque matin avec la revue de presse du jour. Sidoya revient ce matin sur la radiodiffusion éducative, un tandem entre le CSC et le ministère en charge de l'éducation. Et le quotidien évoque aussi les propos de Pegwende Gilbert Ouedraogo, porte-parole du gouvernement burkinabé. Je cite, « Le Burkina Faso exige que sa souveraineté soit reconnue et respectée ». Et à la une également, audience du président du Faso, le sultanat d'Oman veut saisir les opportunités d'investissement au Burkina Faso. Aujourd'hui, au Faso met l'accent sur la visite de Bassirou Diomaye Faye en France. Il est en quête de solutions à la dette abyssale du Sénégal. Autre sujet traité par aujourd'hui au Faso, la délégation onusienne à la primature. L'institution respecte la souveraineté du Burkina Faso. Le journal nous parle pour finir de l'immersion patriotique. Le DIRCAB du président du Faso encourage les bacheliers de Manga. Et l'observateur Palga consacre un article aujourd'hui à la coopération Burkina Faso-Nations Unies tant que l'image de notre pays est écorchée à travers des documents qui ne reflètent pas la réalité, dixit le chef de la diplomatie burkinabé. L'Obs revient également sur le Tour du Faso, le comité d'organisation en piste pour la 36e édition. Il nous parle de la validation des tests sur les bourses scolaires, un pas décisif vers l'égalité des chances. Et le titre à commenter d'aujourd'hui, Simon Wessou dans le journal Sidoya. Radiodiffusion éducative, un tandem entre le CSC et le ministère en charge de l'éducation. Effectivement, Annie, aujourd'hui, donc, le Burkina Faso a vu la naissance de sa radio scolaire, donc naissance de la radio scolaire du Burkina Faso. Et vous l'avez notifié, tout le monde l'a vu hier, donc il y a une signature de convention qui a été effective hier entre le Conseil supérieur de la communication et le MEBA-PLN, le ministère de l'éducation de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Les premiers responsables des deux entités étaient donc sur place. Louis-Modeste Ouedraogo, qui est le président du Conseil supérieur de la communication, et Stanislas Sosten Dingara, qui est le ministre de l'éducation de base, qui était également sur place, et la signature de convention a eu lieu hier au siège donc du Conseil supérieur de la communication. Et la radio, donc la fréquence de la radio scolaire du Burkina Faso est 107.4 MHz. 107.4 MHz, la radio scolaire émettrice donc du Burkina Faso, et c'est de féliciter
tous les acteurs qui sont intervenus pour que cela soit effectif donc au Burkina Faso aujourd'hui. Et on dira que cette radio est la bienvenue parce que tout compte fait, elle va permettre aux apprenants d'accéder à une éducation de qualité surtout et quelle que soit leur position. Effectivement, alors il faut le dire, Annie, vous l'avez constaté aux premières heures donc, de cette crise sécuritaire, si je ne me trompe, entre 2018, 2019, 2020, 2021, à un moment donné, il y avait donc une collaboration entre les organes de presse où les programmes sont diffusés d'abord sur les radiodiffusions et sur les télévisions. Il y a eu un programme entre le ministère de l'Éducation et des médias où des différents curricula sont donc diffusés pour permettre aux différents apprenants de pouvoir entrer en possession de ce qui est comme information de l'éducation. Mais aujourd'hui, avec la naissance de cette fréquence de radiodiffusion, ça permettra à tous les enfants, quelle que soit leur position, quel que soit leur niveau de scolarité, de pouvoir entrer en possession. La crise scolaire, la crise sécuritaire, aujourd'hui ne permet pas à tous les enfants, à tous les niveaux, d'avoir accès à l'éducation. On félicite déjà le gouvernement pour tout ce qui se fait pour permettre à tous les enfants et donc au secrétariat de l'éducation en situation d'urgence pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation, quelle que soit leur position. Mais déjà avec la présence aussi de cette radio, ça leur permettra de pouvoir, quelle que soit leur position, de capter juste si tous les programmes scolaires sont diffusés de CP1 jusqu'en terminale. Ça dépend de la programmation qui est faite pour permettre à tous ces enfants d'avoir accès à l'éducation. Aujourd'hui, ce qui sera demandé, c'est d'appeler, d'inviter le ministère de l'Éducation de base à faire de telle sorte que cette fréquence-là soit accessible donc sur le bouquet national et sur les bouquets aussi internationaux ou même créer des plateformes digitales pour que les enfants, les parents, quel que soit leur niveau, puissent avoir aussi accès. Parce que quand les parents ont accès, ils pourront aider leurs enfants à pouvoir aussi écouter tout ce qui se passe. Et vous savez que tous les enfants aussi n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école. Donc, ou à cause des situations compliquées qui interviennent, le cours de leur cursus scolaire, ils peuvent décider de rester à la maison. Mais quand vous restez à la maison, vous avez accès donc à l'éducation, vous avez accès aux informations ou l'éducation qui concerne votre classe et tout, vous pouvez aller composer en tant que candidat libre et rapidement décrocher votre diplôme ou passer en année supérieure. Donc, féliciter le gouvernement pour tout ce qui se fait, les différentes autorités à tous les niveaux pour ce qui se fait pour permettre à tous les enfants du Burkina Faso d'avoir accès à l'éducation facile, à l'éducation fiable. Et donc bon vent au ministère pour cette nouvelle station qui va naître, la 107.4 MHz, la radio scolaire émettrice. Merci Simon Wessou pour toutes ces précisions. Et c'est tout pour le titre à commenter d'aujourd'hui. Nous poursuivons avec les grandes actus. Pour les grandes actus d'aujourd'hui, le Burkina Faso attire de nouveaux partenaires économiques. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier une délégation du Sultanat d'Oman. Objectif: explorer des opportunités d'investissement, notamment dans les secteurs des mines et de l'agriculture. Le chef de la délégation, par ailleurs président de la haute autorité du Fonds souverain, nous donne de plus amples précisions à sa sortie d'audience. Suivez. Nous avons ici reçu ce matin par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Et tout d'abord, nous avons traduit les remerciements de son Altesse, le roi de Sultanat Oman. Également, nous avons discuté avec son Excellence les opportunités d'investissement au Burkina Faso, notamment dans le secteur des mines, l'agriculture et d'autres secteurs. Et nous procéderons également à la signature d'autres conventions demain et nous espérons également multiplier les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le Sultanat Oman. Et la tension reste palpable entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies. Après une série de manquements jugés inacceptables par les autorités burkinabées,
Le ministre des Affaires étrangères a tenu à recadrer les relations entre Ouagadougou et l'institution onusienne. Il existe désormais une collaboration fondée sur le respect mutuel et la responsabilité. En réponse, le représentant spécial du système des Nations Unies en mission de médiation tente d'apaiser les tensions. Retour sur une séquence diplomatique tendue avec Baba Ayoub Diarra. Le ministre des Affaires étrangères ne cache pas son indignation face aux multiples manquements perpétrés par le système des Nations Unies sur le sol burkinabé. Jean-Marie Karamoro Traoré a rappelé au chef de la délégation onusienne qui séjourne dans le pays des hommes intègres la nécessité d'une collaboration saine, respectueuse et responsable entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies. Nous avons jugé qu'il était temps que nous puissions se parler sincèrement, ouvertement, pour éviter d'accorder le même espace à des gens qui endeuillent nos populations au quotidien, en même temps que des acteurs du droit international qui sont les pays. Je pense que ce séjour a été fructueux dans la mesure où l'équipe a pris une très bonne note. Nous devons en tirer des leçons. La position du gouvernement reste inchangée pour ce qui concerne ces cas de figure, mais nous restons ouverts à poursuivre la coopération et le dialogue pour peu que ces préoccupations, ces priorités soient respectées. Yacoub Ali El-Hilo, mandataire du système des Nations Unies auprès du Burkina Faso pour la médiation, suite à l'incident créé par l'ex-coordonnatrice résidente, réaffirme la bonne foi de l'institution onusienne à faire prévaloir en premier lieu les intérêts du Burkina Faso. La coordination de Maurice, nous travaillerons main dans la main avec le gouvernement burkinabé pour identifier les voies et moyens d'un travail conjoint en amont avec les institutions nationales, notamment en ce qui concerne les prochains rapports. Et cette approche vise à garantir une préparation partagée, à renforcer l'appropriation nationale. En attendant de trouver la perle rare à la tête de la représentation du système des Nations Unies au Burkina Faso, Maurice Azonampo assure désormais l'intérim. Et le Niger a durci le ton sur les règles d'entrée et de séjour des étrangers tout en encadrant plus strictement la délivrance des visas pour certains ressortissants européens. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réforme visant à sécuriser le territoire et à réguler les activités économiques. Plus de précisions avec Murtala Zoubeirou, notre correspondant à Niamey. Désormais, les ambassades du Niger à Genève, en Suisse, à Ankara, en Turquie et à Moscou, en Russie, sont les seules autorisées à délivrer les visas pour les ressortissants d'Italie, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Belgique et du Royaume-Uni, indique une note du ministère nigérien des Affaires étrangères. L'ambassade à Bruxelles restera compétente uniquement pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Selon le ministère, ces mesures répondent au principe de réciprocité après l'absence de réponse des ambassades européennes à Niamey à une demande visant à délivrer des visas sur place, obligeant encore de nombreux Nigériens à se rendre dans des pays voisins. Pour obtenir un visa belge ou néerlandais, par exemple, il faut désormais se rendre à Ouagadougou au Burkina Faso. Jusqu'en 2023, cette procédure était assurée par l'ambassade de France à Niamey, mais sa fermeture définitive après le coup d'État militaire de juillet 2023 et les tensions diplomatiques qui s'en sont suivis ont compliqué la situation. À noter que les ambassades européennes encore présentes à Niamey ne délivrent plus de visas pour certains pays. De Niamey, Murtala Zoubeirou pour la C360. Et c'est tout pour les grandes actus d'aujourd'hui. Nous passons tout de suite à notre invité C360. Notre invité C360 de ce jeudi est Lucien Omer Silga. Il est le coordonnateur de FIAN, une organisation qui combat la faim avec les droits humains. Il est également membre de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques. Lucien Omer Silga, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être venu. Alors, deux questions en même temps, où je vais vous poser la première. FIAN, donnez-nous, FIAN, ça signifie quoi? Oh, c'est un sigle en anglais, qui signifie Food First Information Action Network. Donc en français, on pourrait dire réseau d'information et d'action
pour le droit à l'alimentation. D'accord, donc vous combattez la faim. C'est déjà bien. Alors, donc, la coalition de veille citoyenne, sur les activités biotechnologiques. Est-ce qu'on peut comprendre, on peut en savoir davantage sur cette coalition? Oui, c'est un regroupement d'associations qui ont pour centre d'intérêt justement la préservation de la biotechnologie et de la biodiversité plutôt, et aussi pour une nourriture saine, agroécologique, respectueuse justement de l'environnement, de l'écologie, voilà, du cadre de vie. Voilà. Donc vous avez en son sein des organisations comme la COPAGEN, la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, le COASP, c'est la coalition des associations et ONG pour les semences paysannes. Voilà, AfriTap et autres organisations aussi. Le Sénabio, le Comité national de l'agriculture biologique. Donc vous voyez que toutes ces organisations-là ont en commun, en tout cas, la conservation et la préservation de la biodiversité. Il y a pratiquement combien d'organisations à l'intérieur? Il y en a beaucoup, parce que les organisations que je vous ai citées sont elles-mêmes des coalitions et regroupent beaucoup d'organisations en leur sein. D'accord. Alors, le projet Target Malaria au Burkina Faso depuis plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, à quel moment la coalition a compris voilà, qu'il faut s'attaquer à ce projet-là? Alors, je dirais que c'est à partir du premier lâcher, intervenu en juillet 2019. Voilà. Parce que dans le protocole même du projet, la société civile est une composante essentielle. Donc la société civile doit être consultée, elle a son mot à dire. Et en son temps, il y avait ce qu'on appelle le groupe de relais de la société civile. Alors ce groupe avait claqué la porte du projet pour contester justement le processus décisionnel qui avait abouti au premier lâcher, parce que ce groupe avait considéré que le processus n'était pas transparent. Parce que la décision de lâcher a été notifié au groupe de relais de la société civile en son temps, un vendredi, pour un lâcher qui devrait se tenir un lundi. Donc vous voyez, vous recevez une notification vendredi pour vous disant qu'il y aura un lâcher lundi, ça ne vous donne aucune possibilité d'exercer aucun recours. Donc à l'époque, le groupe de relais a claqué la porte pour justement contester ces méthodes. Et dites-nous en quoi consiste exactement le projet Target Malaria? Mais les concepteurs du projet sont les mieux placés pour venir vous expliquer leur projet. Bon, tout ce que moi je peux dire, c'est que la compréhension que nous avons. Alors, c'est un projet qui vise à lutter contre le paludisme en agissant sur le vecteur du paludisme. C'est-à-dire, nous savons très bien que le paludisme est causé par le plasmodium, en tout cas est transmis à l'homme via l'anophèle, qui est une espèce de moustique, une femelle. Donc le projet dit, si nous arrivons à éliminer l'anophèle de nos cadres de vie là, nous allons réussir justement à mettre fin au paludisme. Et le projet propose 3 phases pour y arriver. Alors la première phase a consisté à mettre au point des moustiques génétiquement modifiés, stériles. Le projet agit sur les mâles, on précise bien. Donc ça veut dire les lâchers de 2019 a consisté à libérer dans la nature des mâles stériles. Donc ça veut dire chaque fois qu'il y a fécondation avec les femelles, il n'en ressort rien. Vous comprenez? Alors la deuxième phase a consisté à mettre au point des mâles biaisés et autolimitatifs. Ça veut dire ce sont des mâles, quand ils vont se coupler avec des femelles, il va en ressortir des mâles, uniquement des mâles, pas de femelles. Parce que, rappelons que c'est la femelle qui donne le paludisme aussi, et qui multiplie, et qui donne le paludisme. C'est la femelle seulement qui est porteur du plasmodium, qui peut transmettre le plasmodium. Le mâle ne peut pas transmettre le plasmodium. Donc pour eux, la deuxième phase consistait à libérer dans la nature des mâles biaisés. Ça veut dire que
sont des mâles, quand ils vont s'accoupler avec des femelles, la descendance là, c'est des mâles. Autolimitatif, ça veut dire que ça s'arrête seulement à cette descendance. Maintenant, la troisième phase, qui était la plus redoutée là, ça veut dire qu'ils allaient maintenant faire en sorte que les descendants mâles là, vont hériter d'un gène qu'ils ont travaillé, de manière à ce que la descendance, de descendance en descendance là, il n'y a que des mâles. Et c'est ça maintenant le forçage génétique. Ça veut dire qu'on travaille un gène de manière à ce que les gènes puissent se perpétuer dans toute la descendance. Et donc, dans leur logique de la sorte, on va réussir à éliminer les femelles dans l'environnement. Et si les femelles sont totalement éliminées, les mâles aussi vont disparaître. Vous comprenez? Donc, théoriquement, en laboratoire, c'est suffisant. Sauf que dans la pratique, ça ne va pas se passer comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on lève la voix quand même pour attirer l'attention des uns et des autres sur les dangers de telles choses, technologies. Alors, si d'après les recherches, on voit que depuis 2012, pratiquement, l'IRSS Bobo Dioulasso a rejoint donc ce projet Target Malaria où la collecte des données a commencé. Mais vous, est-ce que depuis ce moment-là, voilà, on ne vous a pas servi clairement les premiers objectifs de, comment on appelle, les premiers objectifs, voilà, de ce projet-là? Ben, je vous ai dit qu'il y avait un groupe de relais. Et en ce moment, moi, je n'avais pas rejoint la lutte. Je vous l'ai dit clairement. Moi, j'ai rejoint la lutte justement à partir de 2019. C'est à la suite d'un atelier auquel j'ai pris part à Dakar qu'une dame de l'Afrique du Sud a attiré mon attention sur ce qui s'est passé au Burkina. Et donc, j'ai pris le temps quand même pour renforcer mes capacités, en participant à des conférences aux États-Unis, en Afrique du Sud, sur le sujet. Et c'est comme ça que, après avoir renforcé mes capacités, que j'ai rejoint la lutte là, justement, en toute connaissance de cause. On dirait que c'est une lutte de longue haleine. Et comment, en tant que membre de la coalition, vous avez accueilli la décision du gouvernement de suspendre justement les activités de ce projet? Avec grand soulagement. Ouais, avec un très grand soulagement et avec une grande satisfaction. Parce qu'enfin, nous avons été entendus. Voilà. Parce que nous avons organisé plusieurs conférences de presse. On a fait des communiqués qu'on a publiés, justement à travers la presse en ligne, pour appeler à l'élargissement du dialogue social. C'est ce qu'on demandait. On disait, faisons attention, n'allons pas trop vite, élargissons le dialogue social pour que les différents arguments puissent être entendus. Mais on ne nous a pas écoutés. Voilà. Parce que quand Target Malaria dit qu'ils ont associé la société civile et tout, ben c'est quelle société civile il s'agit? Parce que nous écrivons dans la presse. Ok? Nous faisons des conférences, ok, de presse pour dénoncer cette technologie. Mais on ne nous a jamais associés à ce processus décisionnel. Vous avez, c'est vrai que depuis plusieurs années, la coalition organise des conférences de presse, des rencontres. Est-ce que vous vous êtes approché des premiers responsables de ce projet-là, surtout à Bobo Dioulasso, où est donc le siège de ce projet-là? Bon, il y a eu des ateliers où des membres des coalitions ont dénoncé. Voilà, ont dénoncé le projet. Et même invité Target Malaria à un débat public, à une controverse. Voilà. On aurait souhaité, par exemple, que sur ce plateau, il y a des représentants des projets Target Malaria. C'est tout ce que nous avons toujours demandé. Mais on nous a refusé cela et ça frôlait même un peu le mépris, si je peux me le permettre. Et qu'est-ce que, justement, les populations risquaient avec les activités de ce projet? Voilà. Très bonne question. Pourquoi sommes-nous contre le projet? Voilà. Parce que le protocole tel qu'il est décrit là, effectivement, en laboratoire, ça paraît suffisant. Vous comprenez? Parce que le forçage génétique a été expérimenté pour la première fois en 2018 en cage. Pas en milieu ouvert, on dit en cage. Par le professeur Andrea Crisanti, qui est l'auteur même de cette technologie de forçage génétique sur les moustiques là. C'est un professeur italien et il était à Londres. Il a fait cette expérience en cage. Ok. Sauf que dans la nature, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que les moustiques ne sont pas que dangereux. Vous comprenez? Les moustiques aussi ont un rôle écologique.
Vous voyez, les moustiques ont un rôle, sont des pollinisateurs. Et vous comprenez, la pollinisation, c'est le processus de fécondation des plantes, voilà, pour que la plante puisse se reproduire. Les moustiques jouent un rôle à ce niveau. Les moustiques jouent un rôle dans la chaîne alimentaire. Vous et moi, nous mangeons des feuilles, on abat des animaux pour manger qui appartiennent à notre écosystème. De la même manière, il y a des espèces aussi qui se nourrissent des moustiques. Vous comprenez? Et troisième rôle, les moustiques jouent un rôle d'épuration des milieux aquatiques. C'est-à-dire, les larves là interviennent dans la purification des eaux et dans le processus de décomposition. Ok. Si on doit considérer cela, si vous décidez de supprimer maintenant des moustiques, qu'est-ce qu'il va en résulter au niveau des écosystèmes? Là, le projet Target Malaria ne donne aucune réponse. Et aussi, ils disent qu'il n'agit que sur les mâles. Mais il est impossible, il y a des généticiens, des entomologues qui disent qu'il y a une forte chance que des mâles génétiquement femelles, des mâles génétiquement, non, des femelles génétiquement modifiées aussi, soient parmi les moustiques qui seront lâchés. Et maintenant, si des mâles génétiquement, des femelles génétiquement modifiées sont lâchées par erreur, qu'est-ce qu'il va en résulter au niveau de l'environnement? Ça, on ne sait pas. On ne pourra plus contrôler. On peut ne pas pouvoir contrôler. Nous rappelons que nous n'avons jamais dit que nous sommes contre les biotechnologies. Voilà. Parce que la biotechnologie, les génies génétiques, on peut faire des bonnes choses avec, on peut faire aussi des très mauvaises choses avec. Vous comprenez? Donc, il y a même des chercheurs qui s'indignent sur le fait que les recherches s'orientent seulement sur l'efficacité de l'impulsion génétique, mais pas dans l'autre sens. Ça veut dire la question de savoir qu'est-ce qu'il pourrait en résulter justement sur les écosystèmes. Le projet Target Malaria dit, malgré la suspension, malgré donc que le projet soit arrêté, le projet dit qu'il est disponible à toujours accompagner le Burkina Faso. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, écoutez, vous voyez, il faut faire attention avec cela. Je vous donne une situation que j'ai vécue avec un membre même du projet Target Malaria. C'était un webinaire organisé par le Parlement européen il y a quelques années, je pense il y a 3 ans comme ça. Okay? Et sur le forçage génétique. Okay? Et on avait demandé au projet Target Malaria de venir faire une présentation. Parce que les parlementaires européens, je dis bien les parlements européens, et nous avons pris part à ce webinaire-là, Ali Tabsoba et moi. Ok? Alors, quand le président du projet Target Malaria a fini de présenter, alors, il est ressorti des discussions ceci. Les généticiens européens qui ont pris part à ces échanges-là ont dit, c'est bien de prospecter au niveau des biotechnologies pour résoudre une situation. Mais, s'il y a des solutions plus naturelles, plus sûres, qui peuvent permettre de parvenir au même résultat que prétend le Target Malaria, il est toujours préférable de privilégier les solutions sûres et écologiques. Parce qu'avec la biotechnologie, on ne sait jamais quelles conséquences imprévisibles pourraient en résulter. Donc, ce n'est pas sûr. Vous comprenez? Ce n'est pas sûr. Celui-là même qui a mis au point son force et la technologie dit de faire attention. La technologie n'est pas encore sûre pour être appliquée à des espèces qui seront relâchées dans la nature. Donc, le principe de précaution doit, en tout cas, être au cœur de toute décision. Et c'est ce que le gouvernement fait. Dès lors qu'il y a des doutes, dès lors qu'on dit, on ne sait pas ce qu'il pourrait advenir avec cette technologie dans l'environnement, dans les écosystèmes, moi je pense que le doute doit être de mise. Et nous sommes pris par le temps, M. Sira, très rapidement, en 30 secondes. Que demandez-vous au gouvernement burkinabé? Nous demandons au gouvernement burkinabé tout simplement de rester sur cette position. Parce qu'il y a même un problème éthique dans cette affaire. Permettez que je termine sur ce point. L'homme n'est qu'une espèce, vous comprenez, parmi tant d'autres, dans les écosystèmes. Vous comprenez, non? Nous ne sommes pas à l'origine des moustiques. Vous comprenez? Ce que tu ne peux pas faire là, il ne faut pas défaire. Vous comprenez, non? De quel droit l'homme peut-il décider
justement de supprimer les moustiques qu'il n'a pas créés. Ça, c'est un problème éthique. Parce qu'avec de telles prétentions-là, c'est un processus d'autodestruction qui peut en résulter. D'accord. Voilà donc qui est bien dit. Lucien Omer Silga, merci d'être venu. Je rappelle, vous êtes coordonnateur de FIAN, une organisation qui combat la faim avec les droits humains et membre également de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques. Avec vous, on parlait donc de la fin du projet Target Malaria au Burkina Faso, les leçons à tirer. Et on est pris par le temps. On passe tout de suite à la prochaine rubrique, la dernière, à la pensée africaine. Annie, nous sommes à vous pour la pensée africaine. La pensée africaine d'aujourd'hui, Simon Wessou, est de Patrice Lumumba, je cite. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Fin de citation. Simon, c'est ce qui va mettre fin à Prime Time d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, restez connectés sur toutes nos plateformes digitales pour ne rien manquer. Au revoir.